avait prévu peut-être Laurent Roubin. Alors peut-être on va faire un petit tour de table pour vous présenter rapidement, si vous ouvrez vos caméras, de faire un petit tour de table. Serge Albouy, alors pour Orange, pour vous présenter rapidement. Oui, donc moi je suis Serge Albouy, effectivement. J'appartiens à la direction de l'intervention d'Orange, où je suis chef de projet sécurité, où je travaille une grande partie de mon temps sur la problématique de l'amiante. Stéphanie. Oui, bonjour. Donc, moi, je représente l'OPT-BTP, l'agence PACA Corse. Merci d'être avec nous aussi, Stéphanie. Alors, on a deux personnes qu'on voit à l'écran. Alors, il faut faire attention. Qu'on voyait d'ailleurs. Ils sont partis. Ça, c'est assez incroyable. Voilà. Non, j'ai cru que vous étiez partis. Jean-Denis Clary et Laurent Roubin. Oui, bonjour. Donc, Jean-Denis Clary, ingénieur conseil à la CARSAT du Sud-Est pour le département des Alpes-Maritimes. Voilà. Et Laurent Roubin. Oui, bonjour, Laurent Roubin, expert amiante à la CARSAT du Sud-Est. Voilà, bonjour à tous les deux. Merci d'être ensemble. Je vois que vous respectez les gestes barrières. Vous êtes décalés. Souille l'appareil. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ma vidéo. La mienne, elle est figée, donc je ne comprends pas ce qui se passe. En tout cas, Souille l'appareil pour le CEDRE, chargé de mission pour toutes les questions de santé, sécurité et formation. Donc pour le CEDRE, le syndicat des entreprises de déconstruction, dépollution et recyclage du BTP. Voilà. On a également Olivier Mabille qui nous rejoint sur le fil. Olivier, il faut ouvrir votre micro en bas à gauche. Voilà. Okay. Voilà, bonjour, donc Olivier Mabille, je suis le gérant de la société Fibra. Mettez le micro bien devant la bouche, sinon ça… Hop. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Donc Olivier Mabille, gérant de la société Fibra, une société spécialisée dans les travaux désamiantage, et je représente le CIRTA, le syndicat du désamiantage, en tant qu'administrateur et trésorier. Voilà, merci Olivier. Et il manque juste donc Monsieur Roubin. Guillaume va nous le récupérer. Gageons qu'il vienne. Monsieur Pina, pardon. Excusez-moi, Monsieur Roubin. Monsieur Pina, gageons qu'il va arriver. Alors peut-être on avait prévu, Laurent Roubin, comme vous êtes avec nous, on avait prévu que vous nous feriez un petit point réglementaire, un tour d'horizon pour commencer sur les normes, les arrêtés, parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui arrivent et qui sont en cours. Est-ce que vous pouvez nous faire cette analyse? Oui, effectivement. Donc, ces travaux ont commencé depuis quelques années, puisque depuis la sortie du décret… Parlez bien fort devant le micro, parce que sinon on ne va pas vous entendre. Excusez-moi. Depuis la sortie des différents décrets concernant le repérage des travaux amiantes, donc gravé la norme de la loi par la loi El Khomri en particulier, et le décret du 9 mai 2017. Donc, le positionnement en fait, du législateur d'élaborer sur 7 domaines d'activité, d'une part des normes, et que ces normes permettent de réaliser et de s'appuyer sur ces normes pour réaliser les arrêtés. Donc à ce jour, on a plusieurs arrêtés qui sont en instance et d'autres qui sont sortis. Par rapport aux normes existantes, donc nous avons la norme concernant la plus connue, c'est la norme NFX 46020, qui est sortie bien entendu en août 2017. Et l'arrêté qui est corollaire en fait à cette norme qui date du 19 juillet dernier et qui n'impose pas directement l'application de la norme, mais donne des présomptions de conformité des rapports de repérage avant travaux si on applique la norme. Alors là, c'est un point dont on pourra discuter tout à l'heure, puisque c'est un point réglementaire dans le cadre du Code du travail, et nous, on représente la sécurité sociale. Donc pour nous, les normes, ce sont des mesures justifiées de prévention. On pourra développer après nécessairement s'il faut le faire. Donc, la deuxième norme qui est sortie, c'est effectivement la norme NFX 46101 qui concerne les installations industrielles, avec laquelle on a travaillé d'ailleurs avec M. Albouy sur ce dossier, qui est, excusez-moi, c'est la 100, pas la 101, qui est en attente d'un arrêté, puisque l'arrêté n'est toujours pas sorti, et qu'on espère que cet arrêté sortira à partir du mois de juillet, c'est-à-dire au 1er juillet. Les normes navires, c'est la norme NFX 46101 qui est sortie en janvier 2019, avec un arrêté qui a été sorti le 19 juin 2019, avec une mise en place au 1er janvier dernier.
et qui n'avait un caractère obligatoire que sur certaines, certaines activités, excluant par exemple sur l'arrêté les navires, alors que dans la norme on retrouve les navires militaires, alors que dans la norme on retrouve la marine nationale. Donc il y a une obligation. Ah, on vous a perdu. Possible, tout particulièrement pour l'exclusion de certains navires. Le matériel ferroviaire, donc la norme, elle est sortie depuis octobre dernier, c'est-à-dire la norme NFL 01020, avec un arrêté qui est sorti le 13 novembre dernier et qui lui aussi est applicable depuis le 1er janvier dernier. Et dans le cadre de cet arrêté de repérage amiante avant travaux, l'application de la norme est de vertu obligatoire. Pour les aéronefs, alors là, celle-ci est sortie depuis très peu de temps, puisqu'elle est sortie le 11 mai dernier, publiée le 11 mai dernier. C'est la NFL 80001, avec un arrêté qui n'est toujours pas publié et qu'on attend avec impatience et qui devrait lui aussi sortir au 1er juillet prochain. Et les deux derniers volets qui ont été scindés, en fait, on a scindé en deux la problématique du génie civil, avec l'élaboration d'une norme liée à tout ce qui était terramientifère et qui sortira normalement en septembre 2020, puisqu'en fait les travaux sont en cours de finalisation, l'enquête publique étant passée, et les ouvrages d'art, génie civil et infrastructure de transport, qui elle aussi, donc c'est la future norme NFX 4602, et qui est en cours de finalisation, puisque l'enquête publique elle aussi vient de se terminer, et on attend avec impatience la sortie aussi pour septembre 2020. Donc, une fois que ces deux normes seront effectivement sorties, on attendra avec impatience et on l'espère avant le mois d'octobre 2020 la mise en place des arrêtés dans le Code du travail. Voilà, on voit effectivement qu'il y a plein de choses dans les tuyaux, que ça avance. Finalement, en termes juste pour finir sur ce point des normes. Allô. Voilà, alors il y a quelqu'un qui dit allô, je ne sais pas qui dit allô. C'est Laurent. Laurent Roubin, juste peut-être le fait qu'il y ait le Covid, est-ce que ça a décalé les sorties des arrêtés ou pas? Il faut ouvrir le micro si vous parlez. Voilà, ouvrez le micro. Ah bon, on vous a perdu. On va continuer. Laurent, on vous entend pas. Alors Serge Albouy pour Orange. On parlait en préparant cette conférence, on se disait les normes sont aussi une opportunité pour mieux intervenir finalement. Et vous, ça vous semble un sujet important, oui. Oui, c'est compléter ce que disait Laurent Roubin, parce qu'on s'est rencontrés dans les travaux de normalisation. Alors, pourquoi je dis ça? C'est simplement pour vous donner un petit peu une idée de pourquoi Orange est concerné. Hein. Donc, on est sur, Laurent parlait de 7 domaines d'activité, on en a 4 pour nous, hein, c'est-à-dire les bâtiments, évidemment, routière, et Orange. Ah, on vous perd. Dites donc, c'est. Serge, peut-être couper la caméra. C'est que Serge, vous m'entendez? Serge, la majorité, c'est. Serge, coupez la caméra parce que je pense que vous avez un problème de. Oui. Coupez la caméra, Serge, parce que je pense qu'il y a un problème de débit et donc en coupant la caméra, vous allez récupérer du débit. Ah, pardon, excusez-moi. On vous a pas entendu. En bas à gauche, vous pouvez couper la caméra. Oui, j'ai un petit peu. Vous voyez? Vous y arrivez? Attendez, parce que j'ai enclenché d'autres choses. Et, alors, il y a Laurent. Vous y arrivez? Vous m'entendez ou pas? On vous entend. Ouais, voilà, bah écoutez, parce que plutôt que de bricoler, je ne me voyais plus, je pense.
Mais c'est pas grave Voilà. si on voit plus, s'il n'y a plus la caméra. C'est pas grave. Et voilà. Et donc, je disais, c'était quand même un nombre important d'interventions avec à la fois des intervenants nos salariés, à nous, hein, chez Orange, donc nous avons une responsabilité en tant qu'employeur, et puis aussi des partenaires. Donc nous avons aussi une responsabilité en tant que donneur d'ordre, sachant qu'il y a certaines activités qu'on n'a jamais fait, comme du génie civil, pour traiter cette activité. Donc l'idée, hein, intéressant pour nous, simplement, pour un truc qui paraît tout à fait bateau, mais qui est important, c'est d'avoir un cadre. C'est que tout le monde parle de la même chose. Parce qu'avant cette normalisation, avant cette réglementation, en fin de compte, on pratiquait déjà, hein, on n'a pas attendu qu'il se passe des choses. On savait bien qu'on a quand même une responsabilité, qu'on peut trouver de l'amiante dans pas mal de choses. Et l'inconvénient de ne pas avoir de cadre, que chacun y va un petit peu de son interprétation, cherche à faire au mieux, cherche à faire d'une certaine manière, et au final, on perd énormément de temps à se mettre d'accord et à ne pas être sûr de faire correctement les choses. Le fait d'avoir un cadre, effectivement, ça peut être vu comme une contrainte, mais aussi il faut le voir comme une opportunité. On a une facilité à discuter avec les différents intervenants. On est bien d'accord sur ce qu'on recherche. Et puis aussi, en ce qui concerne la passation de marché ou de contrat, on est clair. On sait exactement ce qu'il faut faire, ce qu'on recherche et comment on va le faire. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour des grands donneurs d'ordre ou des grandes entreprises avec énormément de salariés. Oui. Jean-Denis, là, on vous entend. Clary, Oui. est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes revenu, hein? Oui. Voilà, On est et Laurent avec Roubin. vous. Vous voyez ça de la même manière aussi, effectivement, ces normes qui sont une opportunité? Ben oui, parce que ce qui est intéressant, effectivement, c'est que ça nous donne une base, ça nous donne un socle sur lequel on peut discuter quand on est sur le terrain avec les différents intervenants, que ce soit les diagnostiqueurs, les entreprises de désamiantage et les donneurs d'ordre, pour trouver des points communs, des bases communes pour les interventions et faire ces interventions en se basant effectivement sur des choses qui soient claires, qui soient communes et partagées par l'ensemble des acteurs, et qui est aussi une homogénéité dans les interventions que l'on peut retrouver sur l'ensemble du territoire. Ouais. Justement, d'ailleurs, vous tendez la perche, c'est le rapport de repérage. Vous en parliez quand on préparait cette conférence. Vous disiez ça reste l'enjeu primordial. Il doit être complet parce que sinon, ça pose des vraies difficultés à refaire quand les entreprises ont été choisies. En fait, le problème qu'on rencontre, la base de départ de l'évaluation du risque qui est demandée aux donneurs d'ordre, puisque réglementairement, c'est ce qu'on demande, c'est d'avoir effectivement un rapport de repérage avant les travaux ou avant certaines opérations qui soit véritablement le plus précis possible. Donc, les normes qui sont en cours d'élaboration ou qui sont déjà sorties permettent, par le consensus qui a été dégagé au niveau des experts qui ont participé à l'élaboration de ces normes, de définir ce cadre et surtout d'avoir une volonté de monter en compétence des opérateurs de repérage. C'est-à-dire qu'en résumé, comme on définit des activités, on peut définir aussi, et on l'espère, plusieurs opérateurs de repérage compétents. Au-delà de ça, l'opération de repérage, si elle est complète ou si elle est bâclée, ça peut aussi arriver, va considérablement impacter quel qu'il soit, dans n'importe quelle activité. À savoir que si malheureusement on se retrouve avec un rapport incomplet, on a des appels d'offres qui peuvent sortir et qui derrière vont être tronqués, puisqu'au final on va se retrouver peut-être avec d'autres matériaux qu'on va retrouver au fil du chantier, ou peut-être malheureusement avant le chantier, mais après les appels d'offres, qui vont générer un surcoût, entre autres, peut-être des arrêts de chantier aussi, et aussi des problématiques qui sont des enjeux importants, qui sont des enjeux économiques certes, mais qui peuvent être aussi des enjeux sociaux et humains. Donc, l'intérêt pour l'opérateur, le donneur d'ordre, c'est d'une part d'avoir un opérateur de repérage qui soit véritablement dans le domaine d'activité qu'il recherche, et surtout, ça c'est un point important, de s'appuyer sur ces normes, de passer les appels d'offres déjà sur les opérations de repérage avant l'élaboration des pièces écrites pour les entreprises dans le cadre de ces normes,
de façon à avoir un rapport le plus précis possible. Ouais. Vous, au niveau de l'OPP BTP, Stéphanie, on vous a pas donné encore la parole, avec ce beau paysage que vous avez en arrière-plan. C'est Marseille, hein, c'est bien ça, c'est le port de Marseille. Vous aviez le propos aussi, effectivement, qu'il faut évaluer, et puis ça, c'est un sujet qui est au cœur de votre travail aussi, qui est évaluer les risques des entreprises correctement. Oui, voilà. Donc, après la phase de repérage, les entreprises donc, doivent effectivement s'assurer de la présence ou pas de matériaux amiantés. Elles vont devoir évaluer le niveau d'empoussièrement généré par les processus qu'elles vont mettre en place, soit pour retirer l'amiante, par exemple, dans le cadre de la sous-section 3, soit pour intervenir sur les matériaux amiantés, si on est dans le cadre de la sous-section 4. Donc, effectivement, l'employeur, lui, doit évaluer ces processus pour pouvoir les classer dans un des 3 niveaux réglementaires. Donc, il y a des niveaux qui sont définis en fonction du nombre de fibres par litre générées par les travaux. Pour mettre en place des protections collectives et individuelles adaptées à ces différents niveaux. Et pour s'assurer du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle qui garantit en fait la santé, la sécurité des travailleurs. Donc en fait, il y a quand même une distinction à faire au niveau des conditions d'évaluation, selon si on est dans le cadre de la sous-section 3 ou de la sous-section 4. Alors pour la sous-section 3, les conditions en fait pour réaliser ces niveaux d'empoussièrement, elles sont très bien définies dans le dernier guide, le D6367, publié en mars 2020, publié par l'INRS, où ont contribué quand même la DGT, l'OPP, la CNAM et de façon un peu plus locale les CARSAT et les directs. Donc on retrouve les références à différents textes réglementaires, à la note de la DGT du 8 décembre 2016 sur l'évaluation des risques et des préconisations un peu particulières. Donc il y a la phase estimation, donc avant de rentrer dans la phase mesure, on demande aux entreprises d'estimer le niveau d'empoussièrement généré par leur processus. Donc là, on va avoir 2 cas de figure. Soit il existe une base de données existante, donc la base par exemple Scolamiante, je ne la représente pas, je pense que tout le monde la connaît. Donc c'est une base hébergée par l'INRS et alimentée par les résultats des différents prélèvements faits par les laboratoires accrédités. On peut faire aussi référence à des bases fiables, reconnues par les branches professionnelles, par les fédérations par exemple, ou éventuellement par un retour d'expérience des établissements certifiés. Donc en fonction des processus mis en œuvre, ces bases vont identifier les niveaux d'empoussièrement, niveau 1, 2 ou 3, et l'entreprise, lors de la phase mise en œuvre, elle devra mettre en place les protections collectives et individuelles de ces niveaux. Il y a une particularité pour le niveau 1, j'y reviendrai juste après. Dans le cas où, par contre, il n'y a pas de données existantes dans une base par rapport au processus que veut mettre en place l'entreprise, on va lui conseiller de se rapprocher d'un processus similaire ou, en fonction de son évaluation, à minima, mettre en place les protections collectives et individuelles du niveau 2, voire 3. Pour être dans le 1, il faudrait vraiment qu'il justifie qu'il n'y ait aucun contact avec les matériaux amiantés. Voilà. Donc, on retrouve dans les guides quelques règles par rapport à l'estimation. Au niveau de l'évaluation, lui, l'employeur, doit faire appel à un organisme accrédité qui est en charge de définir les conditions de mesurage du niveau d'empoussièrement, c'est-à-dire la stratégie d'échantillonnage, la réalisation des prélèvements et les analyses faites sur les filtres prélevés. Donc, dès la première mise en œuvre du processus, il devrait y avoir un chantier test. Oui. Voilà. Ce chantier test doit permettre de valider l'estimation.
Ensuite, on rentre dans une phase de validation de 3 chantiers différents sur 12 mois. Et on a également des contrôles périodiques pour maintenir la validation de nos niveaux. Il y a des conditions particulières qui sont précisées dans le guide pour le niveau 1 si on intervient en milieu intérieur et extérieur. Dans les zones sensibles, pour le milieu extérieur. Donc, zones sensibles, c'est des zones où on est susceptible de contaminer la population avoisinante, donc soit dans un milieu urbain dense, ou par exemple à proximité des écoles. On a eu des cas sur Marseille avec Laurent Roubin, par exemple. Voilà, où là, on va préconiser à l'entreprise de se mettre, d'apporter en fait des protections collectives du niveau 2, des protections individuelles également, et d'arrêter, par exemple, les extracteurs lors des prélèvements sur opérateur pour assurer des mesures sans aérolique. Voilà, et les remettre après en route juste après. Oui. Donc, on trouve quelques conditions particulières pour le niveau 1. Je ne vais pas toutes les citer parce que ça risque d'être long. On retrouve aussi des préconisations pour l'abaissement des niveaux d'empoussièrement par rapport au niveau estimé. Voilà. Donc, il y a des règles très bien édictées par rapport à l'évaluation du niveau d'empoussièrement. Pour la sous-section 4, là, on peut faire référence à une autre note de la DGT du 5 décembre 2017. Dans ce cas-là, pour la sous-section 4, la réglementation n'impose pas de programme de mesurage. C'est l'employeur qui doit faire ses mesures sur chaque mode opératoire, mais qui en déterminera la fréquence. Voilà. On a aussi 2 cas de figure. Soit le périmètre des travaux des sous-sections 4 se retrouve identifié dans des campagnes qui ont été menées par des institutions. Par exemple, la campagne Carto Amiante qui a été menée par l'OPP et avec les différents partenaires cités préalablement, ou la campagne FEDEN qui est une campagne de la Fédération des services énergie et environnement. Donc, si les interventions sous section 4 ne relèvent pas de ces campagnes, l'employeur doit, comme précédemment, estimer son niveau d'empoussièrement à partir de la base Scolamiante, ou à partir d'autres sources fiables, et réaliser un premier mesurage sur opérateur lors de la première mise en œuvre de son mode opératoire. Si, par contre, son intervention relève du périmètre qui a déjà été mesuré dans les campagnes Carto ou FEDEN, donc il va se servir de ces bases de données existantes. Et si le périmètre est dans la campagne Carto, parce que pour Carto, on a eu assez de résultats pour pouvoir publier des données statistiquement fiables, il pourra se dispenser de faire un premier chantier de mesurage sur opérateur dès la première mise en œuvre, mais il faudra quand même qu'il fasse sa validation au moins dans les 12 mois. Pour la campagne Carto, juste une petite précision, si ça peut intéresser, puisqu'on parlait aussi des accompagnements possibles des différents organismes. C'est une campagne Carto destinée uniquement pour la sous-section 4, qui est financée par l'OPP. Donc, elle est toujours en cours. Et ça permet aux entreprises de pouvoir récupérer leurs résultats et d'alimenter cette base de données exploitable par l'ensemble de la profession. Voilà. Merci à vous là pour ce tour d'horizon. On va continuer. Il y a Laurent Pina. Vous m'entendez, Laurent? Laurent Pina pour la directe. Est-ce que Laurent vous m'entendez? Ah ben voilà, on vous entend. Alors c'est merveilleux. Vous Oui. êtes arrivé avec. Vous avez essayé avec je suis vraiment désolé. Voilà, pourtant c'est pas faute depuis 8 heures ce matin d'essayer de rentrer en contact. Bon, voilà, je suis vraiment désolé pour d'avoir un petit peu manqué le début de la conférence. Oui, on disait, Laurent, qu'il y avait un sujet qui vous, pour la directe, était que vous défendiez, c'était l'évaluation des risques dans les RAT. Oui, alors effectivement, c'est un enjeu. D'ailleurs, c'est un peu le défaut et les problèmes rencontrés depuis très longtemps sur la qualité des rapports de repérage que le législateur a décidé de revoir la réglementation pour la rendre effectivement
un peu plus clair de rentrer la réglementation dans le code du travail, puisqu'au départ on avait une réglementation dans le code de santé publique. Donc je dirais qu'aujourd'hui les choses sont plus claires, sont beaucoup plus cadrées. On est encore sur certains points en période transitoire, mais bientôt au 1er juillet, on sera dans une réglementation qui sera, je pense, bien calée. On attend effectivement encore quelques normes sur un certain nombre de domaines d'activité. Mais là aujourd'hui, effectivement, on a un ensemble de règles qui donnent une meilleure visibilité. Et le dernier point qui concerne évidemment les donneurs d'ordre et maîtres d'ouvrage et qui était un souhait du service d'inspection du travail, c'est aussi d'avoir des outils, je dirais, coercitifs un peu plus efficaces pour pouvoir justement faire appliquer cette réglementation, hein, puisque voilà, il y avait vraiment beaucoup de trous dans la raquette. On espère aujourd'hui que sur la qualité du rapport de repérage, on va aller vers du beaucoup mieux. Voilà. Ouais. Si on tire le fil, on va y revenir, Laurent. Si on tire le fil, Souila et Olivier Mabi en écho, hein, tous les deux, il faut ouvrir les micros. Voilà, les autres, si vous parlez, il faut couper les micros. Je vais faire muet. Hop. Voilà. Donc Souila et Olivier, respectivement pour le CEDRE et Olivier pour le CIRTA. Aujourd'hui, vous travaillez sur des règles communes, des règles techniques pour la sous-section 3, de manière à ce que aussi les entreprises interviennent de la même manière. Oui, oui, en corrélation avec le CEDRE. Alors je prends la parole, mais celui-là, tu reprends quand tu veux. Nous établissons, on est en cours d'établissement des règles techniques amiantes et on s'est réparti avec le CEDRE différents sujets. Alors, je dirais que les règles techniques ont pris un peu de retard puisqu'elles étaient prévues pour 2020. Parce qu'on a pas mal travaillé aussi sur d'autres règles liées au Covid et sur la reprise des travaux pour le Covid. Mais le CIRTA travaille sur les règles, notamment alors pour les points qui concernent le CIRTA, sur les règles d'adduction d'air et la règle sur le confinement. Ces règles ont été soumises pour la règle d'adduction d'air à la DGI en février. Donc, elle est aboutie quasiment à 100%. Et pour la règle du confinement, elle est aboutie, on va dire, à 95%, ça a été discuté avec la DGI il y a à peu près 10 jours de ça. Ouais. Ces règles, alors le CEDRE a aussi, je vais laisser parler, celui-là qui ont pas mal avancé sur d'autres sujets, mais ces règles ont pour objectif d'uniformiser différents points, les 14 points, parce qu'il y a 14 règles. Oui. Souila, tu veux compléter effectivement aller dans le détail de ces règles? Oui, donc en fait, juste pour ceux qui ne le savent pas, donc l'objectif alors déjà le projet règles techniques sous section 3 est soutenu par le PRDA, donc le programme recherche et développement amiante financé par la DHUP. Aujourd'hui, donc alors c'est l'objectif de ce projet-là, c'est de rédiger 14 règles techniques qui retracent qui retracent chronologiquement un chantier dès la réception des documents pour l'analyse des risques jusqu'à la restitution des locaux. Après désamiantage. Donc, donc ces 14 règles techniques en partenariat avec le CIRTA. Et donc, bien qu'on se partage le travail à 50-50, nous avons des groupes de travail et de discussion mixtes, CEDRE-CIRTA, pour valider conjointement les textes qui sont produits. Et ensuite, avec un comité qui chapeaute le tout, qui est le comité de suivi, formé par des institutionnels, DGT, DGS, DHUP, bien évidemment, OPP, BTP, etc., et des représentants de maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, public-privé,
pour faire en sorte que tous les acteurs autour du désamiantage soient d'accord sur, et techniquement, à la fois techniquement et sur le fond des textes, pour que ces textes-là soient des documents de référence pour le désamiantage. Oui. Au niveau je vois, je vois que vous échangez avec le public, Jean-Denis Clary. C'est plutôt Laurent Roubain qui a apporté une réponse. Et sur l'enquête publique sur la norme amiante 46-102, vous voulez donner une précision sur ce Oui, sujet? effectivement, puisqu'on nous a posé la question, l'enquête publique s'est terminée il y a une dizaine de jours. Hein. Ouais. Donc les dernières remarques ont été prises ou pas prises en compte, puisqu'il y avait certaines remarques qui avaient été prises d'autre part. Vous savez que dans le cas d'une norme, c'est des consensus qui doivent se dégager après vote. Donc apparemment, là, les travaux de l'enquête publique se sont terminés. On espère une sortie assez rapide, je dirais, d'ici la fin de l'été de cette norme. Hein. Voilà, donc après, avec dans la foulée, la réalisation de l'arrêté. Et par rapport à ça, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la norme terre amiantifère qui doit aussi, elle aussi, est finalisée et qui devrait aussi sortir. Voilà. Oui. Tout ça, ça n'a pas été repoussé par le Covid? Non, puisqu'en fait, moi j'ai participé à l'élaboration, à l'enquête publique de la norme NFX 46-102. Même pendant le confinement, par rapport, il y a eu celle qui concernait les terres amiantifères qui a été traitée pendant le confinement. Et à la sortie du confinement, il y a eu l'enquête publique pour la norme NFX 46-102. Ok. Je voulais faire rebondir Laurent sur un sujet. Tiens, je vous redonne le micro, Laurent. On avait parlé, et puis après Serge Albouy pour Orange reviendra dessus aussi. On avait parlé, Laurent, de la partie les dossiers entre sous-section 3 et sous-section 4. C'est pas si simple que ça. Il y a des fois des dossiers qui sont en sous-section 3 qui repassent en sous-section 4, ou disons plutôt des dossiers en sous-section 4 qui basculent en sous-section 3. Vous, c'est des cas que vous voyez régulièrement? Laurent? Ah, Laurent n'est pas là. Serge, peut-être Serge Albouy pour Orange, est-ce que vous êtes là? Laurent Pinat, oui, pardon. Oui, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Je vous disais, il y a des dossiers des fois en sous-section 3 et sous-section 4, et il y a des déqualifications de dossiers. Oui, alors effectivement, ce qui importe, alors il y a des cas, je dirais, un petit peu en opportunité de certains opérateurs qui ont envie, d'une part, qui n'ont pas forcément anticipé et qui veulent donc se dispenser du respect du délai de 30 jours dans le cadre donc des dépôts de plan de retrait. Donc il y a des approches, je dirais, parfois un peu opportunistes, et puis parfois c'est vrai qu'il y a des vraies questions, donc il faut se poser les questions fondamentales de savoir quelle est la finalité de l'opération, et bon, en règle générale on arrive à trouver une solution, mais c'est vrai qu'il y a quand même parfois des tentatives de faire passer des dossiers qui sont à l'évidence des dossiers de retrait dont la finalité est le retrait en sous-section 4. Bon, il y a d'autres éléments qui ont été donnés, alors notamment sur la question des prélèvements, ça peut être des opérations sur certaines dimensions un peu moins lourdes que la sous-section 3. Bon, néanmoins, les logigrammes de la DGT donnent vraiment les éléments pour pouvoir différencier le type d'opération. Donc, il nous arrive assez régulièrement d'intervenir pour demander à ce qu'une opération soit présentée en sous-section 3 et pas en sous-section 4. Il nous arrive aussi parfois de conseiller sur certaines opérations qui, alors dans l'autre sens, ça existe, c'est moins fréquent, mais ça existe aussi qu'on puisse être amené à dire, mais non, cette opération, compte tenu de la nature de cette activité, on peut l'envisager en sous-section 4. Quoi qu'il en soit, pour nous, l'importance, c'est la prévention, hein, c'est la prévention de risque, c'est l'évaluation de risque et la prévention des risques. Ça ne change rien, a priori, sur le mode opératoire et sur la sécurité, hein. C'est effectivement d'autres éléments d'argumentation qui changent, mais sur le fond, alors pour nous, et pour rien vous cacher, la différence fondamentale, elle se fait sur la compétence des opérateurs. Donc, les opérateurs formés en sous-section 3 sont quand même nettement plus qualifiés. Donc ça, c'est du retour d'expérience. Je ne sais pas si les autres intervenants sont d'accord avec moi. C'est un gage de sécurité sur l'opération que d'avoir affaire
à des opérateurs qualifiés qui ont l'habitude de travailler en sous-section 3, même pour faire des tâches en sous-section 4. Malheureusement, on se rend compte que les opérateurs en sous-section 4 parfois ont bénéficié d'une formation qui est quand même très relative et nettement insuffisante. Voilà ce que je peux dire sur cette problématique. Serge Albouy, si vous voulez réagir, hein, Olivier Mabi et Souila, hein, Serge Albouy pour Orange, vous êtes là avec nous? Non, Serge n'est pas là. Olivier, vous êtes d'accord avec ce point de vue aussi sur cette ligne de frontière, peut-être, il faut ouvrir votre micro, hein, Olivier, cette ligne de frontière et de fracture entre sous-section 3 et sous-section 4? Oui, bien sûr. Alors, je voudrais aussi répondre à une question qui a été posée là, sur les règles techniques, où là, on nous pose la question de savoir quand les dates de quand seront les règles techniques. Ça serait courant 2021, où normalement c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Je ne sais pas si le CEDRE a les mêmes dates pour eux, pour leur groupe de travail, et ça serait courant 2021. Ouais. Et il est prévu un site web pour les diffuser, pour y accéder. Maintenant, concernant la sous-section 4 et la sous-section 3, effectivement, c'est un sujet qui est assez vaste et qui est exploité souvent. Donc, il est important de bien définir et que la mise en place de chacun soit respectée et surveillée. J'ai ouvert mon micro. Allez-y, oui. C'est Serge, oui. Oui, allez-y. Un petit peu rebondir sur ce que disait M. Pina. Effectivement, il y a quand même un outil qu'on utilise beaucoup, qui sont ces fameux logigrammes, qui nous ont permis d'identifier les typologies d'opérations sous section 4, sous section 3. Bon, sachant que chez Orange, les parties sous section 3… Comment il s'appelle cet outil? Ce sont les logigrammes de la Direction générale du travail. Vous en D'accord, avez deux. Oui, ils sont à disposition de tout le monde finalement. Oui, c'est un super outil. Hein, c'est assez. Ça demande un petit peu de temps pour l'appréhender, mais l'avantage, c'est de se dire. Donc du coup, on boucle toute une boucle en fin de compte, c'est-à-dire que on a ces logigrammes-là qui se disent quel type d'opération je vais faire, quelle est la finalité de l'opération. Et donc déjà, on a déjà une idée de ce qui va se passer. Et puis évidemment, en amont, il faut aussi savoir si on est confronté à l'amiante, parce que pour un donneur d'ordre tel qu'Orange, l'idée c'est si on travaille en aucune section, c'est encore mieux, parce qu'on n'a pas détecté d'amiante. Mais effectivement, l'absence d'amiante veut dire que le rapport est d'une qualité irréprochable. Hein. On ne peut pas se dire la réalité est quand même assez grande. Pour te dire, par exemple, on a quelques combites en fibrociment. Il faut être bien sûr que ça soit du fibrociment ou pas, quoi. Donc, on ne peut pas se louper. Alors, effectivement, en fonction de ce qu'on va faire, hein, ça nous arrive souvent en chantier de coordination d'être obligé de les démolir, de les casser. Donc là, il n'y a pas photo, hein, fait de la sous-section 3. Et donc, le fait d'avoir cet outillage, ces logigrammes, ces normes, en fin de compte, permettent de faire une meilleure évaluation du risque. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, un intervenant le disait très très bien, ça a quand même une incidence effectivement sur la protection des gens, mais aussi sur les coûts. Hein. C'est-à-dire que si vous commencez à vouloir faire quelque chose où il n'y a pas question d'amiante et vous vous retrouvez à faire de la sous-section 3 en urgence, c'est jamais quelque chose de sympathique, quoi, à tous les niveaux, quoi. Donc ça, c'est vraiment éviter d'être le plus en amont possible, éviter les erreurs, quoi. Ouais. Au niveau de Covid, pour en parler 2 minutes, vous chez Orange, vous avez repris toutes vos activités. Alors, je parle sur la partie travaux, hein, bien sûr. Voilà, nous, on n'a jamais arrêté nos activités techniques. Ah oui, ok. On a toujours été présent. Hein, notre réseau, il est très très grand, il est toujours actif et il supporte aussi une partie de celui de nos concurrents. Donc, il était hors de question pour nous d'arrêter. On vous perd, Serge. Toute l'activité, j'y ai participé. Des mesures gouvernementales, nos partenaires, les BTP qui ont beaucoup travaillé et d'autres, on a mis en place ces mesures. Et là, aujourd'hui, on commence à déconfiner un petit peu nos tertiaires. Je vais bien pouvoir rejoindre
mon bureau. Oui. Serge, je vous entends mal. On a aussi participé au chantier de normalisation d'enquête publique à distance, en visio. C'était assez important. Olivier et Souila, pour parler des entreprises qui sont en sous-section 3, au niveau de la reprise des chantiers, là, vous êtes, on est à quel niveau aujourd'hui? On est à quel niveau? Alors, tout dépend des profils des entreprises, mais certaines n'ont jamais arrêté. Mais disons, allez, qu'en moyenne, ils sont à 70% à aujourd'hui, alors, en espérant les mesures qui ont été pas annoncées. Alors, c'était quand? Hier, avant-hier. Une reprise à 100% très rapidement. Oui. Au niveau du CIRTAL, on est sur le même constat? Oui, complètement. C'est vraiment le même constat. Ça dépend des profils, effectivement, des sociétés, mais quoi qu'il en soit, il y a toujours eu une légère activité, quoi qu'il en soit. Et aujourd'hui, effectivement, on est aux 2/3 d'activité à peu près globalement, quoi. Il y a Laure Carladou qui nous a rejoint. Vous pouvez ouvrir votre micro, peut-être, Laure, oui. et votre caméra. Voilà. Bonjour. On a eu, d'ailleurs, je remercie le public, hein, on a eu une matinée, une ouverture un peu olé olé. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau technique. Les gens étaient perdus. Enfin, c'était. Et puis quand on est perdu dans le numérique, on se retrouve plus, parce que c'est pas comme quand on se voit en physique, en disant voilà, la salle est là. Là, quand on n'est pas dans le bon tuyau, on ne sait pas où on est. Bon, exactement. En tout cas, je pensais qu'on était devenu meilleur avec le confinement, mais pas encore parfait. En tout cas, on est ravis, Laure, autant maintenant, on a une parfaite connexion vidéo et son. Laure Carladou, vous êtes la présidente de la Fédération de bâtiments et travaux publics du 06. Et donc, vous deviez faire l'ouverture, mais vous pouvez nous faire un petit mot. Oui, je vais adapter mon discours. Écoutez, je suis ravie de vous recevoir, même si ce n'est pas en présentiel, comme on le dit aujourd'hui. Donc, moi, je souhaitais effectivement profiter de cette opportunité pour vous parler un peu plus de ce qui se passe chez nous. On est donc comme partout en reprise des chantiers BTP, comme sur le plan national, avec les mêmes difficultés qu'ailleurs, je pense, sur l'organisation de nos chantiers, ainsi que sur la partie financière de discussion des surcoûts avec nos maîtres d'ouvrage. Aujourd'hui, on est tous ravis d'avoir repris, puisque c'était difficile de se retrouver confinés et de ne plus avoir cette activité avec nos salariés. Globalement, dans notre département, les arrêts de chantier se sont faits essentiellement à la demande des entreprises, beaucoup plus qu'à la demande des maîtres d'ouvrage. Donc, et ça, c'est assez rassurant de se dire qu'on a écouté le message et que, pensant qu'il y avait des craintes pour nos salariés, on a tous décidé de fermer, quelles que soient les conséquences économiques. Ça, c'était le premier point. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on attend quand même, sur ce chapitre-là, une évolution du guide de l'OPP-BTP, pour tenir compte de ce qui se passe dans notre vie quotidienne, puisqu'aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a beaucoup plus de contraintes quand on travaille que quand on va faire nos courses ou ailleurs. Donc, on ne comprend pas tout à fait la logique non plus de ce qui se passe. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a compris qu'on n'aurait pas de traitement de nos demandes de surcoût de manière générale et que ça sera quelque chose qui va se traiter au cas par cas, comme on le fait bien souvent déjà dans notre métier tous les jours. Maintenant, je voudrais venir sur le cœur du sujet qui est la gestion des déchets. Donc, vous parlez d'un déchet particulier qui est l'amiante. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que sur le 06, on a une vraie problématique de la gestion des déchets, quels que soient les déchets concernés. Donc, je ne parle pas de l'actualité qui est en cours, et nous avons aujourd'hui donc de gros soucis puisque nous n'avons quasiment pas d'exutoire. Donc aujourd'hui, la fédération et moi en particulier, je me bats pour que on puisse effectivement faire jouer à plein la filière. Là, on parle tout le temps de filière dans nos métiers. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment que l'ensemble de la filière soit concernée. C'est loin d'être un seul problème des entreprises, puisque nous n'avons pas malheureusement la maîtrise de l'ensemble de la chaîne. Donc nous, aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est que les entreprises, effectivement, pour qu'elles puissent travailler dans le respect des textes et de l'environnement,
puissent être aidés par, d'une part, les maîtres d'ouvrage qui doivent être mis vraiment en face de leur responsabilité légale. Aujourd'hui, lorsqu'ils sont producteurs de déchets, ils doivent impérativement faire en sorte que les déchets soient tracés et aillent dans des sites autorisés. Et si ce n'est pas le cas, il faut qu'il y ait des sanctions qui ne soient pas que des sanctions financières légères. Il faut qu'il y ait vraiment quelque chose de fait par tout le monde. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, les communes ne peuvent pas dire on veut qu'il y ait des habitants, on veut construire, on veut que tout soit respecté. Ça ne sera possible que si du foncier est mis à disposition des opérateurs de déchets. Et donc ça, ils sont aussi responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Et la dernière chose, c'est qu'il faut avoir conscience aujourd'hui que être écolo, comme on le dit couramment, ça a un coût, un vrai coût. C'est-à-dire pour économiser notre planète, il va falloir qu'on mette de l'argent aussi au-delà des bonnes méthodes. Et ça, il faut que ce soit compris dans les projets qu'on nous demande de réaliser et que ce ne soit pas systématiquement l'entreprise qui paye ce que ça coûte. Donc, c'est vraiment le message, moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à faire passer, mais pas d'une manière guerrière. C'est-à-dire, moi, je suis un peu enflammée et un peu… on vit ça vraiment tous les jours et on est assez montré du doigt alors qu'on ne doit pas faire un amalgame entre les mauvaises entreprises et la plupart des entreprises qui sont très respectueuses des textes. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on arrive à discuter entre nous pour arriver à convaincre tout le monde qu'il faut le faire. Ouais. Donc, c'est vraiment le message que j'espère on pourra faire passer et que tout le monde défendra dans les années qui viennent. Ouais. Pour répondre sur les déchets, là, je vois Jean-Denis Clary, la CARSAT voulait vous répondre alors. Vous pouvez vous mettre votre caméra? Non, c'était le cas? Non, on ne vous a pas bien entendu. C'était sur la formation, hein, c'est ça? Vous vouliez répondre à Laure Carladou? Non, c'était une question sur la formation. Sur la formation SS4. Ah, ok. Bon, donc vous veniez sur un autre sujet. En tout Oui, cas, une question qui était sur le. On va y revenir. Peut-être Serge Cheralabouy pour Orange sur les déchets, sur ces sujets-là, parce que vous êtes donneur d'ordre aussi finalement Orange. Comment finalement on assure c'était votre question, Laure, une juste répartition de la valeur ou des coûts sur l'environnement qu'on a entre l'entreprise et les donneurs d'ordre? Alors nous, c'est simple. Côté Orange, alors toujours pareil, je vais revenir toujours sur le même sujet, de l'importance de connaître exactement la nature des déchets pour pouvoir les orienter au bon endroit. Alors effectivement, avec des difficultés dans certaines régions pour trouver des points de chute. Nous, côté Orange, on paye la gestion de nos déchets. C'est-à-dire que on respecte ce qui doit être fait. C'est-à-dire que nos entreprises s'occupent de leurs EPI, etc., puisque c'est leur choix de moyens de protection. Par contre, tout ce qui concerne les déchets qui sont produits dans une activité, quel que soit le déchet, nous les orientons vers les bonnes filières avec, évidemment, à nos frais, quoi. Il n'y a pas de… Ouais. Ouais. Ça, vous êtes une entreprise responsable et on le sait bien pour Orange, et merci de le repréciser. Olivier Mabille, pour le CIRTA, est-ce que on vous garde encore 2 minutes, hein, on a la chance de vous avoir avec nous, Laure. Olivier Mabille, pour le CIRTA, c'est aussi un constat que vous faites, parce que Olivier Mabille est désamianteur aussi, Laure. C'est le constat que vous faites, c'est-à-dire que finalement, il faut avoir effectivement cette filière amiante. Ce qui est merveilleux, si je peux me permettre, c'est que elle intervient pour protéger les travailleurs, mais aussi elle est dans une démarche écologique, parce que on fait cela souvent dans des cadres de rénovation de bâtiments et souvent des rénovations énergétiques. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a une bonne répartition des enjeux, des prises en charge de ces conséquences écologiques par le maître d'ouvrage et l'entreprise, ou le maître d'ouvrage vous met trop la pression, vous, en tant qu'entreprise? Eh bien, forcément, l'enjeu au niveau des déchets est d'ordre économique, c'est-à-dire que au plus il y a de déchets amiantes, au plus le poids économique pèse. Ça pèse sur l'enjeu économique. Donc, bien sûr qu'il y a une pression qui existe dans les marchés pour réellement faire, je veux dire par là, traiter les déchets, mais pas forcément comme on le souhaiterait maintenant. Il y a aussi l'enjeu de savoir est-ce que le coût d'un traitement de déchets est plus onéreux que de la main-d'œuvre. Et ça, c'est une vraie question, c'est-à-dire est-ce qu'on traite des gros volumes de déchets et on fait moins de tri.
Donc aujourd'hui, c'est tout simplement une histoire de coût et rien de plus. Donc un maître d'ouvrage prendra la solution la moins onéreuse. Maintenant, pour les filières en termes de traitement de déchets amiantes, pour la partie, on va dire, sud, hein, puisqu'on est dans la partie sud, bon, mais il n'y en a pas 36, mais enfin, pour moi, c'est relativement bien organisé. Ouais. Est-ce qu'il y a l'OPPETP qui veut réagir? Stéphanie voulait réagir sur ce point? Sur la filière des déchets, oui, de toute façon, il faut que ce soit géré de façon globale, hein. Nous, on a aussi des grosses problématiques sur Marseille par rapport à la démolition des bâtiments amiantés, des bâtiments qui sont frappés de mise en péril ou de bâtiments qui ont été déjà démolis. Donc, on a cette problématique de savoir si on fait du curage ou si on trie plutôt les déchets, mais effectivement sur les volumes, ça va pas être la même chose et pas du tout le même coût. Donc c'est vrai qu'on travaille au cas par cas pour prendre ce problème environnemental dans sa globalité. Mais effectivement, c'est un sujet majeur que l'on voit aussi en Corse, par rapport à la disponibilité qu'il y a de pouvoir stocker ou pas les déchets amiantés. Donc effectivement, c'est une grosse problématique à gérer aujourd'hui pour les entreprises et la maîtrise d'ouvrage. Oui, et puis on sait, Laure, vous allez, je vois, il y a Laurent Pina qui nous rejoint avec la caméra maintenant, hein. Vous avez des dons d'ubiquité, vous êtes avec nous avec le téléphone, avec la caméra, mais juste sur ces déchets aussi, on voit aussi, là je reviens sur l'importance de faire des repérages corrects, parce que finalement, ces déchets, quand ces bâtiments sont déconstruits, finalement, il y a des pollutions qui sont induites, et donc du coup, on se retrouve avec des quantités de déchets astronomiques sur des démolitions si les choses ne sont pas faites correctement en amont. Laure, vous vouliez intervenir? Oui, moi, il y a encore un dernier sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'exutoire, mais l'objectif, c'est effectivement d'avoir le minimum à mettre en exutoire final. Donc, il faut effectivement trier, recycler. Le problème que nous avons aujourd'hui aussi dans nos métiers et dans notre département, c'est comme nous avons la chance d'avoir des carrières, bien souvent nos maîtres d'ouvrage ne permettent pas trop l'utilisation de matériaux recyclés dans les travaux. Donc, c'est un petit peu dommage aujourd'hui de nous demander de faire du recyclage et de ne pas utiliser les matériaux recyclés qu'il faut effectivement valider en laboratoire, etc. Mais aujourd'hui, si on fait du recyclage, c'est pour utiliser les matériaux recyclés, ce n'est pas pour les stocker ailleurs et ne jamais pouvoir s'en servir. Donc, je pense qu'aussi, il y a une vraie éducation à faire aujourd'hui de nos maîtres d'ouvrage et de ceux qui pondent les dossiers d'appel d'offres pour que ça devienne une nécessité d'utiliser les matériaux recyclés, bien recyclés certes, mais c'est tout à fait faisable. Et d'économiser justement nos matières premières et notre planète. Oui, voilà, mais merci Laure. On ne veut pas vous retenir plus longtemps parce que vous avez prévenu de venir que quelques minutes. Merci à vous de nous avoir rejoints pendant cette merci table ronde. Merci à vous et bonne journée sur l'amiante. Merci de nous avoir accueillis aussi. Merci. À bientôt. Au revoir. Donc, je voulais revenir il y avait une question pour vous pour la CARSAT sur la partie formation. Vous vouliez réagir là-dessus? C'était Vincent qui posait cette question. Pourquoi les opérateurs formés en CS4 sont-ils bien moins formés? Alors, oui, ça va au-delà des opérateurs, hein. Donc, il y a quand même eu un constat qui a été fait il y a à peu près 2 ans. Les directs se sont penchés tout particulièrement à la demande de la DGT sur des contrôles des organismes de formation qui faisaient des formations de sous-section 4. Et au final, on s'est aperçu que 98% des attestations de compétences n'étaient pas bonnes. Bon, pour quelle raison? Tout simplement, alors je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais beaucoup de formations PowerPoint, c'est-à-dire dans des salles d'hôtel ou dans des salles de mairie, etc., sans aucune plateforme pédagogique. C'est-à-dire, en gros, on n'apprenait pas le geste technique nécessaire pour pouvoir se protéger en matière d'amiante. Voilà. Donc, des constats assez importants par rapport aussi au déroulé pédagogique. La durée étant respectée, mais le déroulé pédagogique ne menant à rien. Donc, il y a eu quelques constats là-dessus qui ont fait prendre conscience quand même que les organismes de formation qui n'étaient pas dans l'obligation de la certification, à contrario par rapport aux organismes de formation de sous-section 3,
Il fallait faire un peu de ménage dans tout ça. Donc, effectivement, les directs ont visité ces OF. Ces OF ont reçu des courriers pour pouvoir se remettre un peu dans les rails si nécessaire. Bon, beaucoup ont arrêté leur formation, il faut le dire. Si bien que le réseau prévention a pu reprendre la main là-dessus de façon à mettre en place un système d'habilitation. Donc, le système d'habilitation qui reprend en fait un référentiel qui a été établi par l'INRS et l'OPPVTP permet à certains organismes, sur la base du volontariat, de se faire habiliter. Et bien entendu, après, pendant 5 ans, grâce à cette habilitation, d'être audités par les CARSAT pour vérifier effectivement la qualité de leur formation. Donc, d'une part, sur le déroulé pédagogique ou les déroulés pédagogiques, et d'autre part aussi sur tout ce qui est la qualité de la plateforme pédagogique. Et là, on a véritablement, je parle surtout dans la région PACA, on commence à avoir 3 à 4 organismes de formation habilités en sous-section 4 et 4 organismes de formation certifiés sous-section 3 qui font aussi de la formation sous-section 4 qui vont aussi vers le système d'habilitation. Donc, c'est le garant en fait de la qualité de la formation. Oui. Et si on veut retrouver aujourd'hui, Jean-Denis ou Stéphanie, ces entreprises, comment est-ce qu'on flèche pour les formations? Alors, juste je laisse finir Laurent et après je compléterai. Voilà. En fait, on retrouve l'ensemble des organismes habilités sur le site de l'INRS. Ouais. Tous les organismes de formation habilités en France, on retrouvera sur le site de l'INRS, ainsi que les organismes certifiés en sous-section 3. Ouais. Puisqu'en fait, on peut le retrouver sur le site. Il y aura des liens qui seront pour les organismes certifiés sous-section 3 sur les organismes certificateurs qui sont ICERT et Certivat. Et on retrouve l'ensemble des organismes de formation certifiés. Et sur les organismes habilités, on a la liste complète remise à jour tous les mois pour les organismes de formation habilités sous section 4 sur le site de l'INRS. Stéphanie? Oui, alors pour la partie entreprise, donc effectivement, on n'a pas une liste publiée d'entreprises qui se sont fait former chez ces organismes habilités, parce que bon, c'est pas prévu qu'il y ait une liste. Mais nous, quand on conseille des entreprises, on les oriente vers ces organismes-là de formation habilitée. Les organisations patronales aussi sont au courant de ces dispositifs, donc elles orientent ces entreprises. C'est une des conditions aussi, on peut le préciser, Laurent, pour avoir des subventions aussi, des aides financières, TPE, pour les entreprises qui veulent s'équiper pour intervenir en sous-section 4. Et juste en retour d'expérience, pour compléter ce que disait la CARSAT, c'est que nous, on a suivi sur le terrain pas mal d'entreprises qui intervenaient en sous-section 4 lors de la campagne CARTO, pour les mesurages, puisqu'il y avait soit un conseiller OPP, soit un conseiller CARSAT. Et au début de la campagne, effectivement, on a constaté parfois que les salariés n'étaient pas forcément bien formés, que l'encadrement non plus. Donc, on a retravaillé avec eux sur les modes opératoires, on a retravaillé avec eux sur tout ce qui était habillage, décontamination et même jusqu'aux gestes à mettre en place pour assurer le moins d'émissions possible. Et le côté quand même après positif, c'est qu'avec l'évolution de la campagne, on a pu recadrer un peu des modes opératoires. Des bons gestes et finalement on s'aperçoit quand les entreprises ont mis en place un processus efficace, on arrive à avoir des résultats quand même pour la plupart des interventions en niveau 1. Ouais. Laurent, comme on vous voit, peut-être vous étiez passé effectivement, la directe a fait un travail de ménage. Il faut ouvrir votre micro, Laurent. Laurent, il faut ouvrir le micro de l'ordinateur. Ah non. Ah, oui. Voilà. Cette fois, vous m'entendez? Voilà. Bon, ok. Oui, le travail a été fait sur la France. Donc, la région PACA a suivi donc cette action prioritaire doit maintenant remonter à il y a 2 ans, donc qui a été poursuivie l'année dernière pour justement ça a été dit, faire un peu
ménage par rapport à cette problématique est essentielle, qui est essentielle pour la santé et la sécurité des opérateurs, puisque sous section 4, c'est quand même la grande majorité des professionnels qui interviennent sur les chantiers de réhabilitation, c'est tout corps de métier. Donc c'est là qu'on a le plus grand nombre de travailleurs qui sont exposés. Donc il y a vraiment un enjeu tout à fait essentiel, donc de santé et de sécurité, et aussi de maîtrise de l'opération par le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage, puisque en ne respectant pas, en faisant travailler des personnes qui méconnaissent la prévention, les mesures de précaution, il engage aussi sa responsabilité de donneur d'ordre, de maître d'ouvrage, et ça lui fait aussi prendre des risques sur la maîtrise de son chantier. Si ce chantier-là est contrôlé alors que les opérateurs ne mettent pas en œuvre les bons modes opératoires, eh bien, il s'expose à un arrêt d'activité, un arrêt de chantier, etc. Donc oui, c'était absolument nécessaire et fondamental que ce travail soit fait. Et heureusement que les choses s'améliorent de ce point de vue. Voilà. Ce que je vous propose, on termine donc sur cette formation, effectivement, qui est la clé de voûte, on pourrait dire, pour toutes les entreprises. D'ailleurs, tout le monde va dire OK, y compris Olivier, aussi Paul Sirtin. Je sais que vous êtes très à cheval, Souilla pareil pour le CEDRE aussi sur ces sujets-là de formation et d'accompagnement des entreprises. D'ailleurs, vous éditez des guides dans ces cadres-là. C'est des enjeux essentiels parce que c'est à ce prix-là et à ces conditions-là qu'on a des chantiers qui se passent bien pour la santé de tous. Je vous propose peut-être d'arrêter cette table ronde. On pourrait continuer. On a mis un peu de temps pour la mettre en route correctement, mais on pourrait la continuer à dessein parce que elle est passionnante. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été là. D'ailleurs, Souilla, on va se reparler dans quelques minutes sur la partie déchets, puisque on a vu que c'est un sujet important. Je vous souhaite une très bonne journée à tous, à vos entreprises, pour la Direct, pour la CARSAT, pour Orange. J'utilise les noms des entreprises, pour le CIRTA, pour le CEDRE et pour la Fédération des bâtiments qui nous accueille aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée.